Après 5 ans de lutte contre la sclérose cellulaire, Rado se réveille enfin, mais le monde qu'il connaissait a disparu. Presque tous les hommes ont disparu, et on lui dit qu'il est le dernier espoir de l'humanité. Pour maintenir l'espèce humaine en vie, il doit taper dans les mains sans arrêt. Maintenant, toutes les filles de la Terre le veulent. Alors il se met à cultiver jour et nuit. L'histoire de Reito commence quand il avoue enfin ses sentiments à Elisa, son coup de cœur. Il ne se confie que parce que les médecins lui annoncent qu'il souffre d'une maladie mortelle, la sclérose cellulaire, et qu'il doit être placé en cryosommeil jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé dans environ 5 ans, ce qui laisse Elisa frustrée et le cœur brisé de ne plus avoir de séance de claquement chaque nuit. Désolé les gars, je veux dire qu'elle ne pourra pas être avec lui pendant des années. Peu après, Reito se rend à l'hôpital, dit au revoir à sa petite sœur Mahiru et à son grand frère et rencontre Elisa une dernière fois. Il retire son collier, lui demande de le garder comme signe de leurs sentiments, puis s'allonge dans la chambre de sommeil en pensant à quel point la vie de chacun pourrait changer sans lui. Alors que la capsule est sur le point de l'endormir, il entend Elisa dehors, pleurant et criant qu'elle restera avec lui et l'attendra, même si cela prend des années. Ces mots le calment et il se laisse enfin s'endormir. Quand il rouvre les yeux, la personne devant lui n'est pas Elisa, mais une jolie inconnue nommée Mira. Elle se tient là, avec 2 gros melons et plusieurs infirmières. Confus, Rado commence à demander ce qui se passe, mais Mira lui dit de se détendre et l'emmène d'abord chez un médecin où il découvre que sa maladie a été complètement guérie pendant qu'il dormait. Après l'examen, Mira l'emmène en voiture pour le mettre au courant de ce qui s'est passé pendant les 5 années où il était congelé. Pendant qu'il roule, Rado sent que quelque chose ne va pas. C'est là que Mira lâche la bombe. Pendant qu'il dormait, un nouveau virus s'est propagé dans le monde entier et a anéanti environ la moitié de l'humanité. Et à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de remède. Reito pense qu'elle se moque de lui et s'enfuit de la voiture. Mais dès qu'il le fait, un groupe de femmes assoiffées l'entoure, agissant étrangement désespérées juste pour s'approcher. Mira le rattrape et explique le reste. Presque tous les hommes de la planète sont morts de ce virus, et seulement 5 sont encore en vie, tous en cryosommeil, y compris lui. Ici, il demande pourquoi il a survécu, et Mira lui répond que c'est très probablement grâce au traitement spécial qu'il a reçu pendant qu'il dormait. À ce moment-là, une poule assoiffée s'énerve soudainement et se jette sur Reito, essayant de le forcer, mais l'équipe de sécurité de Mira l'étourdit rapidement et l'assomme. Une fois les choses calmées, Mira s'agenouille devant Rado et le supplie de coopérer avec leur plan. Ils ont besoin de lui pour avoir des enfants avec des femmes afin de reconstruire la population humaine et d'empêcher l'humanité de disparaître complètement, mais les gars, ce mec vit littéralement nos vies de rêve. Mon Dieu, s'il vous plaît, donnez cette vie à tous mes abonnés qui ont cliqué sur le bouton j'aime. Oh mon Dieu. Le lendemain matin, Rado reçoit des explications sur le fonctionnement du monde actuel. Un groupe appelé le Groupe des Femmes Unies gère tout et s'efforce de terminer un vaccin contre le virus. Leurs recherches ne sont pas encore terminées, mais elles ont retrouvé espoir lorsqu'un patient atteint de sclérose cellulaire nommé Ino a reçu un traitement et est devenu immunisé contre la maladie qui tue les hommes. Après avoir confirmé que Ino était en sécurité, ils ont décidé de réveiller d'autres hommes atteints de la même condition, un par un. C'est ainsi que Rado a été ramené. Alors que Rado essaie de digérer tout cela, Mira lui dit qu'il ne peut pas simplement se promener dehors. Puisque presque personne, à part les hauts gradés, ne sait même qu'il existe, elle lui rappelle sa nouvelle tâche. Il est censé coucher avec beaucoup de filles et faire des bébés. Rado suggère d'utiliser plutôt des méthodes de laboratoire comme la fécondation artificielle, mais Mira rejette cette idée expliquant que les bébés conçus de cette manière n'acquièrent pas d'immunité et meurent du virus. C'est pourquoi ils ont besoin qu'ils fassent les choses de manière naturelle et elle ajoute que le sujet numéro 1 a déjà mis une femme enceinte et que leur enfant pourrait être la clé pour sauver l'humanité. Reito pense toujours que cela ressemble à une mauvaise blague et dit qu'il veut juste rentrer chez lui. Pour le calmer, Mira fait venir Mahiru. Après des retrouvailles émouvantes, Mahiru le conduit dans une autre pièce et lui montre que leur grand frère est également en cryosommeil. Plus tard, quand ils sont seuls, Reito demande des nouvelles d'Elisa et Mahiru lui dit hésitante qu'Elisa a disparu depuis 3 ans. Mira suppose qu'Elisa n'a probablement pas survécu dans ce monde difficile, mais Rado refuse d'accepter cela et continue d'essayer d'appeler le numéro d'Elisa. Ensuite, Mira rapporte au supérieur que Rado n'a toujours pas choisi de partenaire, alors il la réprimande et souligne l'importance qu'il commence à procréer. Sous cette pression, elle se rend dans sa chambre, vêtue pour le tenter et abandonne son attitude sérieuse habituelle, essayant de résoudre son problème de mini-saucisse. Elle grimpe sur lui, l'embrasse et lui demande directement de la laisser avoir son bébé. Même si c'est tentant, Reito pense soudain à sa hache et repousse Mira qui quitte la pièce insatisfaite.
Dehors, Mira croise Neneko, l'assistante de Ino, qui plaisante en disant qu'elle devrait plutôt laisser Ino coucher avec elle, puisque Reito dégage des vibes de gentil garçon et pourrait même ne pas être intéressé par les filles, comme vous les gars. Parce que les gentils garçons finissent le toujours dernier, émouvant, zut. Mais Mira la rejette et s'en va. Pendant ce temps, Reito se souvient du pendentif qu'il a donné à Elisa et découvre que son traceur intégré envoie toujours un signal. Le lendemain, Mira l'emmène dans une chambre remplie de femmes chaudes, toutes désireuses de se jeter sur lui. Rado, cependant, est si inexpérimenté qu'il se fige complètement et n'a aucune idée de comment gérer la situation. Mira le prévient alors que chaque homme, encore en cryo-sommeil, y compris son frère, mourra d'ici 1 an si aucun remède n'est trouvé, et cette réalité le frappe de plein fouet, puisque Reito vit selon la mentalité les potes d'abord. Il accepte finalement de choisir une partenaire, mais demande à Mira de lui accorder 1 mois pour qu'il puisse d'abord essayer de retrouver Elisa. Elle accepte, mais seulement à condition que pendant ce mois, il partage au moins un lit avec une femme qu'elle aura choisie, pour l'aider à s'habituer au contact physique avant le vrai truc. Le lendemain, Ino se détend sur un lit, tandis que 2 jolies filles lui donnent un autre genre de massage, et il regarde un film avec son actrice préférée Rina, qui est Kylie Jenner dans la vraie vie. Au milieu de sa séance de détente, Neneko entre et dit qu'il est temps pour du cardio intense, ce qui signifie qu'il doit choisir une femme avec qui coucher. Ino hésite, ne sachant pas qui choisir, alors Neneko le gâte et s'arrange pour que la fille de ses rêves, Rina, soit envoyée directement dans sa chambre. Plus tard, Rina arrive et Ino n'arrive pas à croire que la fille dont il est obsédé depuis des années se trouve réellement devant lui. Il ne perd pas l'occasion, s'approche d'elle, commence la séance de claquements et ils finissent rapidement au lit. Il se donne à fond et prouve à quel point il est expérimenté. Seigneur et pitié. Pendant ce temps, Reito prend tranquillement son petit déjeuner avec Mahiru et Mira. Ils expliquent Gokai Hakiti Karenzelin que certains des meilleurs chefs du monde entier travaillent là maintenant juste pour préparer ses repas. Mira commande nonchalamment une énorme quantité de nourriture pour elle-même, et Mahiru admet qu'elle est secrètement jalouse que Mira puisse manger autant et garder une silhouette parfaite. Arrête ça, fais-toi aider. Quand les yeux de Reito descendent et qu'il continue de fixer la silhouette parfaite de Mira, Mahiru le surprend, s'agace et part dans sa chambre de mauvaise humeur. Une fois Mahiru parti, Mira dit à Reito qu'à partir de maintenant, il aura son propre garde du corps et une infirmière pour veiller sur lui et s'assurer qu'il reste en sécurité et en bonne santé. En plus de cela, il partagera un lit avec une femme différente chaque nuit dans le cadre de ses responsabilités. Plus tard, en retournant à sa chambre, Reito croise Ino et Neneko dans le couloir. Ino suggère joyeusement qu'ils deviennent amis. Puisqu'il n'y a presque plus d'hommes dans ce monde, il assure à Reito que tout ce qu'on lui a dit est complètement réel et qu'ils ont en fait de la chance parce que les femmes font la queue pour eux. Quand Reito admet qu'il n'est pas si enthousiaste à ce sujet, Ino réalise qu'il est plutôt du genre timide et réservé et lui dit qu'il devrait quand même essayer de profiter de cette nouvelle réalité étrange. Après le départ de Ino, Reito va prendre une douche et commence à penser à la dernière fois qu'il a vu Elisa. Tout à coup, les lumières s'éteignent. Alors qu'il tâtonne dans le noir, sa main atterrit sur quelque chose de doux et spongieux. C'est là qu'il réalise qu'il n'est pas seul. Sa nouvelle garde du corps, une fille aux formes généreuses nommée Akane, est là avec lui. Elle commence immédiatement à flirter, ouvre une boisson, prend une gorgée, puis se penche et le laisse la goûter directement de ses lèvres. Ce taquinage le submerge complètement. Gêné et incapable de gérer la situation, Rado finit par s'évanouir dans ses bras. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous feriez si vous étiez là. Plus tard, Rado se réveille dans son propre lit et remarque Akane endormie sur le canapé. Mais ce qui le panique vraiment, c'est qu'il y a une petite fille recroquevillée juste à côté de lui, sous la couverture. Surpris, il recule et elle se présente calmement comme Sui. Reito se dit qu'elle doit être l'infirmière que Mira lui a assignée pour s'occuper de lui. Un instant plus tard, Akane s'étire, se réveille et grimpe aussi nonchalamment dans le lit, lui disant qu'elle sera sage ce soir et n'essaiera rien. Une fois les 2 filles endormies, Reito réalise que Mira teste clairement sa maîtrise de soi, alors il reste éveillé toute la nuit, faisant tout ce qu'il peut pour ne pas céder. Le lendemain, il emmène Sui et Akane à l'ancien lieu de travail d'Elisa, pour chercher toute trace d'elle, sans savoir que quelqu'un les suit secrètement. En chemin, Mira lui demande pourquoi il est si sûr qu'Elisa est toujours en vie, et Rado explique qu'il lui a donné un pendentif avec un traceur intégré, et que ce signal est toujours actif. Pendant qu'il parle, Akane lui offre une boisson pour calmer ses nerfs, mais il la réprimande, disant qu'elle ne devrait pas boire pendant qu'elle est en service. Soudain, des alarmes se mettent à retentir, et une énorme créature, ressemblant à un ours, apparaît. Choquant tout le monde, elle charge droit sur Sui, mais Reito se jette devant elle et l'empêche d'être déchirée. Il dit aux filles de courir, mais au lieu de cela, Sui l'attrape, fait un saut périlleux avant
et donne un coup de pied à l'ours dans la tête, l'assommant sur le coup. C'est alors qu'il apprend que Sui n'est pas seulement une infirmière, elle est en fait sa garde du corps. Elle se met à pleurer et à s'excuser, se sentant coupable de ne pas avoir réagi plus vite. Akane pense ensuite les blessures de Reito dans son rôle d'infirmière, tandis que Mira s'en prend aux responsables pour leur sécurité déplorable, ne réalisant pas que toute l'attaque avait été orchestrée par quelqu'un. Après cela, elle emmène Reito à l'ancien laboratoire d'Elisa qui est complètement dévasté. Après la disparition d'Elisa, quelqu'un s'est introduit et a volé la plupart de ses recherches sur le virus tueur d'hommes, laissant l'endroit en ruine. Reito aperçoit une photo d'Elisa avec son chien Jiro, et cela le ramène au jour où les vétérinaires n'ont pas pu guérir la maladie de Jiro. C'est à ce moment-là qu'Elisa a décidé de devenir médecin et Rado a promis qu'il le deviendrait aussi, afin qu'ils puissent sauver le chien ensemble un jour. Se sentant déchiré, Rado demande à Mira s'il est égoïste de sa part de refuser de coucher avec d'autres femmes, juste parce qu'il aime toujours une seule personne, mais elle lui dit qu'elle n'a pas de réponse. Quand il demande combien d'hommes sont encore en cryo-sommeil, elle explique que personne ne connaît le nombre exact parce que les relations entre les pays sont compliquées et qu'ils ont cessé de partager correctement les informations. À cet instant, Reito comprend que coucher avec des femmes n'est pas la façon dont il veut sauver le monde. S'il veut vraiment sauver le monde, il doit utiliser son cerveau inutile et se concentrer sur la création d'un remède contre le virus. Peu de temps après, Mahiru travaille dans un orphelinat lorsqu'un reportage en direct apparaît à la télévision parlant d'un homme immunisé. Le journaliste montre ensuite le visage de Rado au public et tous les téléspectateurs sont stupéfaits car c'est la première fois qu'ils voient un homme vivant depuis environ 4 ans. Ailleurs, sans qu'il le sache, Elisa est toujours en vie et écoute discrètement la même émission. Plus tard, Rado fouille ses affaires et tombe sur le vieil ours en peluche d'Elisa. À l'intérieur, il trouve une bague connectée cachée. Quand il l'active, un message enregistré d'Elisa est diffusé où elle explique qu'elle a découvert que le virus avait été fabriqué artificiellement dans un laboratoire, ce qui le choque complètement. Après cela, Rado sort se promener avec Mira et lui dit qu'il a décidé de suspendre sa recherche d'Elisa pour l'instant et de se concentrer d'abord sur le développement d'un remède. Mira s'agenouille soudainement, commence à demander son joystick. Désolé les gars, je veux dire qu'elle incline la tête et s'excuse d'avoir mis sa vie en danger lors de l'incident précédent, mais il lui dit qu'il va bien et qu'elle ne devrait pas se blâmer. Il lui demande ensuite maladroitement si elle est agacée d'être assignée à lui, puisqu'il retarde en quelque sorte les plans de repeuplement de l'humanité, mais Mira répond qu'elle se sent en fait chanceuse car il est doux et prévenant. Cette même nuit, les hauts dirigeants du groupe des Femmes Unies tiennent une réunion pour examiner le comportement récent de Reito. Ils évoquent également Hino, qui n'a cessé de coucher avec de nombreuses femmes et en a déjà mis 28 enceintes. Les gars, ce mec vit littéralement notre vie de rêve. Il félicite Neneko d'avoir si bien géré ses résultats, mais critique Mira parce que Reito refuse toujours de coopérer. Au final, ils décident de réveiller le numéro 3 afin de pouvoir avancer avec la prochaine étape de leur projet. 5 ans auparavant, un gamin nommé Doa était harcelé parce qu'il était un perdant laid et solitaire, tout comme certains d'entre vous, les gars. Il errait dans les couloirs de l'école, se sentant complètement brisé. Ce qui piquait encore plus, c'est que la seule personne qu'il pensait avoir de son côté à l'école agissait comme si Doué n'existait pas. Tout ce moment l'a ramené directement au jour où ils avaient commencé à se parler. Cela a commencé quand Doué a vu ce même ami se faire embêter par d'autres élèves. Doa est intervenu, essayant d'arrêter ça et d'aider, mais dès qu'il s'est interposé, l'attention s'est portée sur lui. À partir de ce moment-là, il ne regardait plus seulement quelqu'un d'autre être ciblé, il en faisait partie. Plus tard, pendant la pratique du piano, la professeure coup de cœur de l'école, mademoiselle Yuzu, a pu voir que quelque chose n'allait pas. Et je pense, les gars, que les 2 ballons de football sont très gros. Doa n'était pas du tout concentré, comme si ses mains et sa tête n'étaient pas synchronisées. Elle a demandé ce qui n'allait pas et Doa a admis que des camarades de classe lui rendaient la vie dure. Yuzu s'est senti mal et a essayé de lui remonter le moral en lui montrant des portes du paradis, mais elle a ensuite remarqué qu'il était sérieusement en fièvre. Elle lui a dit d'arrêter de forcer et de rentrer chez lui pour la journée. Sur le chemin du retour, Doa a décidé de passer par un hôpital pour s'assurer qu'il n'était pas juste un peu malade. C'est là que tout a empiré. Les médecins ont dit qu'il avait la sclérose cellulaire. Ils n'ont pas non plus mâché leurs mots, ils lui ont dit que c'était mortel. Pas de traitement, pas de solution rapide. La seule option était de le mettre en cryo-sommeil pendant au moins 4 ans. Le lendemain, Yuzu a dit à la classe que Doa serait absent longtemps et a essayé de lui donner une chance de faire un dernier adieu. Mais personne ne s'en souciait. Les gens se sont levés et sont partis avant même qu'il ne puisse dire un mot. Yuzu s'est excusé, clairement embarrassé par leur cruauté. Doa ne s'en est pas pris à elle, il a dit que c'était bon. Il l'a remerciée pour tout ce qu'elle avait fait et est parti.
Quand il est sorti, il est tombé accidentellement sur son harceleur en pleine séance de claquements. Dès qu'ils ont remarqué Doigt, le harceleur a pété un câble et a commencé la séance de gifles avec Doigt, disant en gros que Doigt devrait juste mourir pour qu'il n'ait plus jamais à voir son visage. Cette nuit-là, Doigt est resté allongé à fixer le plafond, se disant que le cryo-sommeil n'était peut-être pas la pire des choses, car au moins le harcèlement prendrait enfin fin. Puis sa sœur a appelé et a dit qu'elle ne pouvait pas venir le voir. Doigt lui a dit de ne pas s'en faire puisqu'elle-même était aux prises avec une maladie mortelle. Le lendemain, quand il a été temps de le placer dans la chambre, personne n'est venu, aucune visite, aucun soutien, rien. Assis là, sans personne à ses côtés, Doigt a fait un vœu silencieux que lorsqu'il rouvrirait les yeux, j'aimerais être un oiseau. Le monde ne serait plus aussi foutu. 5 ans plus tard, Doigt se réveille face à une blonde bruyante et un peu naïve nommée Karen qui est beaucoup trop excitée. Elle se présente rapidement et dit qu'elle est son assistante. Ensuite, elle l'emmène dans une chambre de dortoir à l'intérieur de la même école où il allait avant. Doigt finit par lui raconter tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il soit congelé et l'entendre à voix haute lui fait réaliser quelque chose à ce moment-là. Dans ce monde, il n'est pas juste un personne. Il est important. Karen explique que beaucoup d'hommes sont aussi congelés, y compris le père de Doigt, et elle dit que Doigt pourra le voir bientôt. Doigt demande des nouvelles de sa mère et de sa sœur en Amérique, mais Karen dit que la communication avec les autres pays est fortement restreinte. Elle précise également que Doigt ne peut pas quitter le bâtiment et que tout ce dont il a besoin sera géré à l'intérieur. Après cela, elle le conduit dans une salle de classe remplie de filles et lui demande de se présenter. Cela lui rappelle instantanément la dernière fois qu'il s'était tenu devant sa classe quand personne ne s'était soucié d'écouter. Plus tard, Doigt commence à comprendre pleinement ce qui se passe. Presque tous les hommes ont disparu maintenant, et honnêtement, une partie de lui se sent soulagée car cela signifie probablement qu'il n'aura plus jamais à faire face à ses anciens harceleurs. Après le cours, Doigt demande à Karen si aller à l'école a encore un sens quand le monde entier s'effondre. Karen lui répond qu'enseigner à la jeune génération est toujours nécessaire car ce sont eux qui dirigeront tout. Ensuite, elle l'emmène rencontrer à nouveau sa professeure de piano, Yuzu. Au moment où Yuzu le voit, elle le serre fort dans ses bras comme si elle l'avait attendu depuis toujours. Karen dit à Yuzu que Doigt devrait recevoir une sorte de cadeau pour avoir survécu à ces 5 années, puis sort nonchalamment et les laisse seuls. Dites-moi en commentaire. Les gars, quel genre de cadeau auriez-vous voulu? En cours de sport, Doigt se souvient soudainement de quelque chose. Yuzu lui avait dit de passer dans sa chambre ce soir-là. Il est si innocent que cela ne lui vient toujours pas complètement à l'esprit ce qu'elle voulait dire. À ce moment-là, Karen s'approche et le pousse à aller se mêler aux filles, mais Doigt dit immédiatement non. Il admet qu'il a toujours été mal à l'aise avec les filles. Karen hausse les épaules et commence à lui faire un résumé des filles de sa classe, parlant beaucoup trop nonchalamment et même en donnant des détails sur leur corps comme si c'était normal. Doigt répond à peine, parce que son cerveau est bloqué sur le passé et tout le harcèlement qu'il a subi. Karen se penche et lui dit qu'il devrait d'abord essayer de se sentir à l'aise avec les filles de la classe, puis aller rejoindre le groupe. Plus tard cette nuit-là, Doigt se rend dans la chambre de Yuzu comme elle l'avait demandé. Il est pris au dépourvu de la voir dans une tenue de nuit décontractée et cela fait réveiller son petit Johnny. Ils s'assoient près l'un de l'autre et Yuzu commence à se confier mais Doigt n'écoute pas correctement car il continue de la fixer et d'être distrait. Puis elle lui demande directement s'il ne l'aime plus, maintenant qu'elle est plus âgée. Doigt répond rapidement que ce n'est pas du tout vrai. Cette réponse la rassure clairement et toute l'ambiance change quand elle baisse les lumières et l'embrasse soudainement. Doigt ne bouge pas au début, pensant qu'il rêve. Mais une fois que Yuzu le rapproche davantage, il arrête de trop réfléchir et accepte de lui donner un tour sur son cheval. Le lendemain matin, Doigt est assis en classe, complètement ailleurs, rejouant tout dans sa tête. Natsu essaie de lui parler en lui demandant quel genre de musique il aime. Elle commence tout juste à le faire réagir quand Shanka intervient et commence à se montrer excessivement amicale avec Doigt. Natsu n'aime clairement pas ça. Avant de partir, elle pince la jambe de Doigt et s'en va et il reste là à regarder, l'air de dire « C'était pourquoi ça ?» Ensuite, Doigt se dirige vers le terrain de volley et voit Akira, une fille chaude avec beaucoup de confiance en elle. Je sais les gars, pourquoi elle a tant de confiance. Elle se heurte à Shifuyu qui est beaucoup plus petite, comme si elle se battait pour la première place. Pendant le match, Akira frappe fort le ballon, mais il rebondit sur la tête de Shifuyu et frappe Doigt en plein visage. Les gens se précipitent pour le voir, Akira panique, lâche les 2 ballons et le supplie de lui pardonner. Quand Doigt lui dit qu'il va bien, elle pousse le bouchon loin et promet de faire tout ce qu'il voudra pour se racheter. C'est là que Doigt comprend qu'il n'aura aucune paix ici. Plus tard, pendant que Doigt joue du piano, Yuzu réapparaît et panique en voyant le bandage sur sa tête. Doigt lui dit que ce n'est rien, juste une petite douleur. Yuzu insiste pour l'aider, affirmant que sa méthode le soulagera, puis elle lui demande ce qu'il a ressenti après ce qui s'est passé entre eux.
Doa répond que ça l'a rendu vraiment heureux. En entendant ça, Yuzu commence à le taquiner et suggère d'aller plus loin, là, tout de suite. Et Doa se met instantanément au piano, sans hésiter. Pendant ce temps, Karen rapporte à ses supérieurs que Doi a enfin commencé à se rapprocher des filles. Il lui demande pourquoi elle a monté toute cette histoire d'école pour lui. Karen l'explique simplement. À l'époque, Doi était un reclus total, sans aucune confiance en lui. Donc, tout ce plan vise à le renforcer jusqu'à ce qu'il puisse gérer n'importe qui et faire ce qu'il veut. Le dimanche matin, Yuzu réveille Doi en l'embrassant et il est instantanément gêné, mais agréablement, en remarquant qu'elle porte sa chemise. Elle va à la cuisine pour faire du café, mais dès que Doa remarque sa silhouette, son cerveau s'emballe et il l'enlace par derrière. Yuzu devine ce qu'il veut manger. Le lendemain, Karen traîne Doa de force au cours de natation, ignorant ses plaintes. Elle lui dit que rester actif est important pour sa santé. En même temps, elle sait très bien que Yuzu le maintient déjà très actif. Doa remercie maladroitement Karen d'avoir tout organisé. Quand les échauffements commencent, Doa devient anxieux, entouré de filles partout où il regarde. Ses nerfs montent encore plus quand il réalise que beaucoup le fixent. Pendant la course de natation, Doi termine premier et remarque Shanka et Akira se battre de près pour la tête. Au final, Akira gagne de justesse et Doa ne peut s'empêcher d'être impressionné par leur silhouette. Juste après, Shifuyu se vante, affirmant que les autres n'ont rien de spécial et qu'elle finira en tête. Doa demande de quoi il s'agit, mais avant qu'elle n'explique, Akira intervient et s'excuse encore de l'avoir frappé plus tôt. Doa la rassure, il a déjà tourné la page. De nulle part, Shifuyu fait un geste imprudent envers Akira, ce qui déclenche aussitôt le chaos. Akira réplique et jette Shifuyu dans la piscine sans hésiter. Le problème, c'est que Shifuyu ne sait pas nager du tout, alors un maître nageur saute et la sort avant que ça n'empire. Juste après ce désordre, l'instructeur annonce que Natsu a enregistré le meilleur temps général. Elle sourit et salue Doa, ce qui ne passe pas inaperçu. Akira le voit, s'irrite visiblement et s'en va. Plus tard ce soir-là, Yuzu appelle Doi pour lui dire qu'elle ne pourra pas le voir. Sans rien de prévu, Doi décide de se coucher tôt, mais alors qu'il s'installe, on frappe à sa porte. C'est Natsu. Karen explique que la clim de Natsu est en panne, alors elle restera chez Doi pour la nuit. C'est là que tout s'éclaire enfin pour lui. Doa réalise que la compétition de natation n'était pas juste pour la gloire, mais pour gagner du temps avec lui. Karen le confirme ensuite, révélant qu'il y aura des jeux hebdomadaires. Et la fille qui gagne peut rester avec Doa pendant une semaine entière. Je ne sais pas ce qui se passe ensuite, les amis. Mais je veux vivre ce rêve. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Le lendemain matin, Doa suit sa routine comme si de rien n'était et se prépare pour l'école. C'est là qu'il remarque que Natsu n'a toujours pas changé de vêtements. Elle explique nonchalamment qu'à la maison, elle avait toujours des domestiques pour l'aider, donc s'habiller seule n'est pas quelque chose auquel elle est habituée. Doa hésite mais accepte d'aider. Tout le temps, il s'efforce de garder les yeux fermés, se rappelant que son cœur appartient déjà à Yuzu. Pourtant, il remarque accidentellement une cicatrice sur le dos de Natsu et cela lui reste en tête. Plus tard, il en parle à Karen qui joue le jeu de l'excuse de Natsu concernant les domestiques. Karen taquine ensuite Doa, suggérant qu'il devrait faire plus que simplement l'aider à s'habiller. Ce commentaire le prend tellement au dépourvu qu'il renverse de l'eau sur ses vêtements. Karen part se changer et Shenka prend sa place. Quand Doi interroge Shenka sur la situation de Natsu, elle confirme la même histoire. Après ça, Doa appelle Yuzu et lui demande s'ils peuvent passer un moment spécial ensemble ce soir-là. Yuzu refuse gentiment, disant que ce n'est pas le bon moment pour elle. Elle l'encourage plutôt à se rapprocher des autres filles, puis raccroche. Malgré tout, Doi se décide. Yuzu est toujours la seule qu'il désire vraiment. Cette nuit-là, alors que Doi est sur le point de s'endormir, Natsu avoue qu'elle déteste être seule la nuit et a toujours besoin de quelqu'un près d'elle. Doa cède et la laisse partager son lit. En parlant, elle évoque la cicatrice sur son dos et réalise que Doa ne l'a jamais mentionnée, ce qui l'a fait le considérer comme vraiment gentil. Elle se confie alors, expliquant qu'elle devait épouser un homme bien plus âgé, mais il est mort du virus. Elle dit que l'épidémie l'a sauvée d'une vie qu'elle ne voulait pas et l'a menée à Doa. Finalement, elle avoue l'aimer depuis leur rencontre. Pris par l'émotion, Doa finit par l'embrasser. Et pour cette nuit-là, ils se laissent se concentrer sur Natsu plutôt que sur Yuzu. Au matin, ils sont tous les deux complètement épuisés. Pendant ce temps, la vie de Rito est devenue une émission diffusée dans tout le pays. Quand il demande à Mira si les gens regardent, elle lui dit que presque tout le monde est branché.
Rito demande en plaisantant s'il y a eu un signe de héros pour découvrir que sa sœur, inconsciente, vit dans un camp de réfugiés. Mira craint d'être en danger si les gens découvrent qui elle est, alors Rito demande à Mira de veiller sur elle. Plus tard, Rito croise Home qui lui dit avec enthousiasme qu'il va devenir parent bien que personne ne connaisse encore le sexe du bébé. De retour au dortoir, Doa se réveille à côté de Natsu. Elle lui demande de l'aide pour avoir de l'eau et quand Doa boit une gorgée en premier, le moment devient intime. Natsu avoue qu'elle ne veut jamais quitter sa chambre. Après ça, Doi va voir Yuzu pendant le cours de piano et lui raconte ce qui s'est passé avec Natsu. Yuzu dit que c'est bon, expliquant qu'ils avaient déjà convenu de ne pas le limiter. Quand Doi demande ce qu'elle veut dire, Yuzu devient soudain ému et s'enfuit. Plus tard, Doa emmène Karen sur le toit pour parler du monde extérieur. Il lui dit qu'il croit à l'histoire de la mort de la plupart des hommes, mais il a aussi l'impression que cette école existe pour l'étudier et maintenir son humeur stable afin de comprendre pourquoi il est immunisé. Il soupçonne que les filles sont utilisées dans ce plan et ça le met mal à l'aise. Il accepte de coopérer seulement si Yuzu et Natsu en sont tenus dos à l'écart. Karen le coupe et l'emmène en classe. Là, elle admet qu'il a raison sur presque tout, sauf une chose. Elle explique que les filles sont là par choix. Elle lui dit que son immunité doit être transmise, sinon l'humanité ne survivra pas. Les filles se sont portées volontaires pour être avec lui afin que le monde puisse se rétablir. En terminant, elle demande aux filles d'être honnêtes et elle supplie ouvertement Doa de les choisir. Au même moment, les dirigeants se réunissent pour évaluer Doa et célèbrent, disant que toute l'organisation de l'école a donné exactement ce qu'ils voulaient. Puis ils évoquent Reido. Comme il ne veut toujours coucher avec personne, il décide que Mira ne peut plus être son assistante personnelle et la retire de ce poste. Reito, pendant ce temps, se pousse au laboratoire pour tenter de créer un vaccin, mais aucun de ses essais ne donne de résultat. Quand il quitte le labo, il tombe sur une rousse à l'air sauvage qui se promène avec ses notes. Inattentive, elle le bouscule, remarque que c'est un homme, panique et s'enfuit purement par embarras. De plus loin, une femme inconnue observe la scène en silence. Peu après, quelques filles demandent un autographe à Rado. Avant qu'il ne puisse réagir, cette même femme mystérieuse intervient et le traite de dégoûtant, l'accusant de courir après toutes les femmes de l'établissement. L'esprit de Rado tourne une seconde, mais il est ramené à la réalité quand Mira le contacte. Quand il la rencontre, Mira est avec les hauts dirigeants des Femmes Unies. Il lui présente ses nouvelles assistantes, Ria et Maria. Ils expliquent que Rado est désormais célèbre mondialement, il a donc besoin de plus de personnel autour de lui. Maria est présentée comme une scientifique capable qui soutiendra son travail sur un remède. Ria est décrite comme quelqu'un d'habile en affaires mondiales et elle aidera Reito à comprendre le monde extérieur, reprenant en gros les anciennes fonctions de Mira. Après les présentations, Mira se tourne pour partir. Reito se dispute immédiatement avec les dirigeants, exigeant de savoir pourquoi il la remplace. Leur réponse est froide et déroutante. Ils suggèrent que s'il est si attaché à elle, il n'a qu'à se mettre avec elle, car ils réduisent son rôle à quelque chose de bien moindre maintenant. Une fois les officiels partis, Ria blâme Raido d'avoir forcé Mira à partir, disant que c'est arrivé parce qu'il refuse de coopérer. Elle le prévient que s'il continue de résister, ils resserreront les règles et limiteront ce qu'il est autorisé à faire dans l'établissement. Plus tard, Reito parle avec Mira et lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui, s'insultant comme un misogyne raté. Mira coupe court, disant que Reido est en fait tout le contraire, puis part sans s'attarder. Ensuite, Reido prend un train vers Kim City. Maria explique qu'ils y vont pour rencontrer le chercheur principal étudiant le virus. Dès que Rado entend ça, il se lève trop vite et renverse accidentellement sa boisson sur Maria, alors elle se précipite aux toilettes pour se nettoyer. À proximité, Akane suggère à Mira d'aller s'asseoir avec Rado, mais Mira refuse, lui rappelant qu'elle n'est plus son assistante. Pendant que Maria s'occupe de ses vêtements trempés, Reito attend dehors et s'excuse d'avoir causé des ennuis. Maria dit que ça va, bien qu'elle admette que la présence d'hommes la rend toujours tendue. Rado suggère d'y aller pas à pas pour qu'elle se sente à l'aise avec lui. Puis il lui demande ce qu'elle sait sur l'origine du virus. Maria explore différentes possibilités et explique plusieurs façons dont il aurait pu apparaître. Rado pose alors la grande question, pense-t-elle qu'il aurait pu être créé par des humains ? Cette idée saisit Maria si fort qu'elle ouvre la porte sans réfléchir, faisant trébucher Rado. Juste après, elle dit qu'il pourrait tester cette théorie à Kemen City, car c'est là que le premier patient connu est apparu. Peu après leur installation à l'hôtel, Reia commence immédiatement à imposer des règles et à agir de manière excessivement sérieuse. Akane intervient et lui rappelle que leur vrai travail est d'aider Reito à se sentir à l'aise, pas enfermé.
Rhea refuse de se détendre du tout, ce qui agace Hawkins au point qu'elle la frappe avec l'oreiller. Cela ne fait que rendre Rhea encore plus en colère et l'ambiance devient instantanément gênante. Plus tard, Reido va se tremper dans la source chaude pour se vider la tête, mais toutes ses assistantes le suivent. La situation le met mal à l'aise, alors il essaie de s'échapper rapidement. Avant qu'il ne puisse partir, elles lui disent que s'il reste, il devrait au moins les aider à se laver le dos. Se sentant acculé, Reito accepte. Il commence avec Sue, puis aide maladroitement Maria. Après ça, Mira s'assied et Reito commente nerveusement la raideur de ses épaules. Akane suggère que Rhea se joigne aussi, mais Rhea refuse catégoriquement, disant qu'elle ne permettra à aucun homme de la toucher, quelles que soient les circonstances. Akane prend alors la place de Mira et taquine intentionnellement Rado, guidant lentement ses mains vers des endroits qui le font paniquer. Au moment où il franchit accidentellement une limite, Rado perd complètement son sang-froid et s'enfuit de la source chaude. Le lendemain, il rencontre la veuve de l'homme qui fut la toute première victime du virus. Elle refuse de les aider, disant que son mari n'a jamais eu de funérailles dignes à cause de leurs actions. Maria explique calmement qu'une autopsie était inévitable s'il voulait empêcher le virus de se propager davantage. Malgré tout, la femme refuse de partager toute information et leur ordonne de partir. Après leur départ, elle contacte secrètement Elisa, lui disant que Rado est proche et qu'elle devrait venir le rencontrer. Le lendemain, Rado rend visite à la femme à nouveau, mais au lieu de coopérer, elle lui dit sans détour d'arrêter de trop réfléchir et de se concentrer sur la repopulation de l'humanité. Quand Ria mentionne que Rado n'a toujours été avec personne depuis son réveil, la femme dit à tout le monde de quitter la pièce. Elle demande à Reito pourquoi il ne profite pas de ce qui est devant lui. Reito admet qu'il est amoureux de quelqu'un et veut que toute relation ait vraiment de l'importance. Il ajoute qu'il veut toujours sauver l'humanité, c'est pourquoi il est déterminé à trouver un remède au lieu d'abandonner. En entendant cela, la femme sourit, visiblement satisfaite, et met fin à la réunion. Cette nuit-là, Rado se faufile dans la source chaude sans permission, pendant que Sweep fait le guet. Soudain, plusieurs étudiants apparaissent, forçant Rado à se cacher dans le hammam. À l'intérieur, il tombe nez à nez avec une grande blonde. Quand il essaie de partir, elle menace de le dénoncer s'il le fait. Sans choix, Rado reste. Elle propose un défi, s'il peut la surpasser dans la pièce pleine de vapeur. Elle le laissera partir. Alors que la chaleur monte, elle se présente nonchalamment comme Chloé, une étudiante américaine obsédée par la culture japonaise. Chloé dit à Rado de lui donner un aperçu de son vibe japonais, mais il coupe court et essaie de rester respectueux. Un peu plus tard, le hammam se transforme en four et Chloé s'effondre soudainement, comme si elle ne supportait plus la chaleur. Reito la porte jusqu'à la zone de lavage et dès qu'elle se réveille, elle exige qu'il l'aide à boire de l'eau d'une manière bien trop intime. Reito refuse, mais elle menace de crier et de faire une scène, alors il cède et se penche quand même. Au pire moment possible, Sue, Karen et Ria entrent. Elles voient l'angle, supposent instantanément la mauvaise chose et partent sans le laisser s'expliquer. Dès qu'elles sont parties, Chloé se relève comme si de rien n'était et laisse son manteau glisser, rendant évident qu'elle jouait la comédie tout le temps, juste pour le taquiner et voir comment il réagirait. Le lendemain matin, la femme âgée dit à Rado d'aller à la boulangerie voisine et de lui apporter une pâtisserie. Pendant que Rado sort avec Raya, elle appelle Mira dans sa chambre afin qu'elle puisse parler en privé. Elle demande à Mira son opinion honnête sur Rado. Mira admet que Reito peut paraître têtu en refusant tout le monde, juste parce qu'il aime une seule fille, mais elle souligne aussi que la plupart des hommes auraient cédé immédiatement dans sa situation. Reito, tenant bon alors que le monde entier le presse, le fait se démarquer de manière sérieuse. Quand Rado revient, la femme lui demande s'il compte avoir des enfants un jour. Rado répond que non, à moins que ce ne soit avec la seule personne avec qui il veut vraiment un avenir. Il précise qu'il ne veut une famille qu'avec cette fille et personne d'autre. La femme lui dit de revenir demain car elle a encore des choses à discuter. Il s'avère qu'elle avait déjà parlé à Elisa plus tôt, la prévenant en gros que si elle ne rencontrait pas Reito bientôt, elle pourrait le perdre. Elisa a répondu qu'elle continuerait à se concentrer sur le sauvetage du monde et peu importe qui Reito choisirait, ses sentiments ne changeraient pas. Cette réponse fait réaliser à la femme qu'Elisa et Reito pensent de la même manière, alors elle décide qu'elle parlera enfin à Reito de son mari le lendemain. Mais cette nuit-là, quelqu'un se glisse dans sa chambre et l'empoisonne, la laissant dans un état dangereux. Juste avant de s'évanouir, elle demande à l'infirmière de remettre son cadre photo à Rado. Le lendemain matin, elle est tombée dans le coma. Rado prend le cadre et promet de le lui rendre une fois qu'elle se réveillera et se rétablira. Peu après, Raido se rend à l'hôpital abandonné, où le premier patient infecté avait été emmené, espérant que l'endroit cacherait quelque chose d'important.
À l'intérieur, Sui devient nerveuse et commence à paniquer car le bâtiment semble hanté. Reido la calme et lui dit de rester prêt. Quand il ne trouve aucune preuve utile, Reido parle avec Maria de l'étrangeté que des cas soient apparus à différents endroits du monde à peu près au même moment. Pendant ce temps, Ino est occupée, entourée d'un nouveau groupe de filles, dont la plus populaire de son ancien petit boulot. Comme il lui accorde toute son attention, les deux autres commencent à se sentir ignorés. Pour arrêter la dispute, il essaie de gérer tout le monde en même temps, même avec une attention constante chaque jour. Buno se sent toujours épuisé et peu impressionné. Comme si la routine n'était même plus amusante. De retour à Kim City, Rei se détend dans la source chaude quand Aken arrive et dit qu'elle veut qu'il soit en bons termes. Raya s'irrite aussitôt et dit qu'elle partira si ça tourne au n'importe quoi. Alors Aken abandonne son ton amical et dit ce dont elle voulait vraiment parler. Elle a examiné les données médicales de la vieille femme et les chiffres ne correspondent pas. Akane est convaincu que ce n'était pas naturel, que quelqu'un l'a empoisonné. Raya balaie ça d'un revers de main au début et dit qu'elle le signalera immédiatement au supérieur. Akane l'arrête rapidement et demande ce que Raya faisait cette nuit-là. Raya prétend qu'elle envoyait des mises à jour à ses supérieurs sur leur progrès avec Reito. Akane se tourne pour partir, mais Ria lui demande soudain pourquoi elle se soucie tant de Kiara et cette question prend Akane complètement au dépourvu. Le lendemain, Ria rend le cadre photo à Reito après l'avoir examiné attentivement et dit qu'elle n'a rien trouvé d'inhabituel. Mais quand Reito essaie de le mettre dans son sac, il sent une vibration et réalise que le cadre a réagi à la bague d'Elisa qu'il porte. Juste après, il passe devant une école où la sœur cadette de Maria étudie, alors Reito suggère de s'arrêter pour que les sœurs puissent se retrouver. Il s'avère que c'est la même école construite pour Doha, et Karen est déjà là, faisant sortir Yuzu puisque son travail est terminé. Pendant ce temps, Ino conduit à travers la ville avec Neneko, disant qu'il veut choisir personnellement la prochaine fille lui-même. Pendant le trajet, il remarque une jolie fille avec des couettes et dit à Neneko de la choisir. Neneko hésite cependant car cette fille s'avère être la sœur de Rado, Mahiru. Rado se glisse dans la salle de bain, verrouille la porte et utilise le cadre photo pour accéder à un fichier caché lié à la bague. Ce qui apparaît lui donne la nausée, ça explique que le virus tueur d'hommes a été fabriqué en laboratoire. Rado repense immédiatement à ce qu'Elisa lui avait dit auparavant, et maintenant il comprend enfin pourquoi la vieille femme a refusé de donner cette information à United Women. La vérité le frappe si fort qu'il commence à douter de tout le monde autour de lui. Avant qu'il ne puisse le digérer, Sue écrit qu'ils vont rater le train s'il prend autant de temps. Reito se précipite dehors, mais sa tête tourne, il ne sait honnêtement plus à qui faire confiance. Ailleurs, dans un appartement, une fille joue à un match de WWE. L'ami n'est pas intéressé et lui dit d'arrêter. La première fille continue d'insister quand même jusqu'à ce que Rhea apparaisse soudainement et la neutralise avec un appareil paralysant. L'autre fille attrape instantanément Rhea et l'embrasse. Puis se plaint que Rhea n'est pas venue depuis un moment. Rhea dit que c'est parce qu'elle est maintenant assignée à Reito. La fille suppose que cela signifie que Rhea est occupée avec quelqu'un d'autre, mais Rhea lève calmement le menton et lui demande de gérer une requête pour elle. De retour avec Rhea, il parle à Maria et admet qu'il ne peut pas créer un remède seul, il a besoin d'un vrai soutien. Il demande pourquoi il n'y a pratiquement aucune information publique en ligne sur les progrès des vaccins. Maria lâche la vilaine raison. Les directeurs n'autorisent d'eux pas une recherche vaccinale appropriée. Au lieu de cela, ils continuent de rediriger les ressources vers l'approvisionnement alimentaire et le contrôle de la population. Elle ajoute que la plupart des recherches avancées sont enfermées en Amérique et qu'elle ne peut pas y accéder. Maria ne comprend pas non plus pourquoi il n'insiste pas davantage maintenant que quelques hommes en bonne santé sont disponibles. Pendant qu'il parle, Neneko arrive avec des nouvelles urgentes. Ino essaie d'approcher Maharu. Comme Maharu ne veut pas de ça, Neneko supplie Reito d'affronter Ino directement et d'arrêter ça. Plus tard, Reito confronte Ino et lui dit de reculer. Ino plaide pour au moins une première rencontre. Reito accepte de parler à Maharu, mais il précise une chose. Maharu décide de tout. Pas lui, pas Ino. Au même moment, Neneko et Ria assistent à une réunion avec Kiara et les autres directeurs. Ils discutent d'une récente émeute entre groupes et de la manière de calmer le public. Ria suggère d'utiliser la popularité de Reito en le faisant distribuer des rations, croyant que les gens se calmeront s'ils le voient. Peu de temps après, Reito est sous la douche quand Akane et Maria entrent, le prenant complètement au dépourvu. Maria explique qu'elles ont choisi cet endroit parce que c'est le seul où elles peuvent parler sans être surveillées. Akane presse ensuite Reito sur les détails du virus qu'il cache. Elle le prévient que de nombreux virologues ont disparu au fil des ans, et s'il continue de creuser, il pourrait être le prochain. Puis elle révèle un énorme secret, Kiara et sa mère. Avant qu'Akane ne puisse en dire plus, Ria entre pour discuter du plan de ration.
Akane coupe rapidement la conversation et dit à Rado qu'aller dans les zones de réfugiés lui donnera une chance d'apprendre ce qui se passe vraiment là-bas. Ailleurs, Ria essaie de se faire comprendre de Mira, disant qu'elle a des sentiments pour elle depuis des années, mais Mira refuse d'y prêter attention et s'en va. Le lendemain, Reito rencontre Akira dans un bâtiment abandonné utilisé comme base cachée. Akira le prévient de ne pas faire confiance au directeur et de ne pas faire confiance à Rei non plus. Plus tard, Raido distribue des rations aux réfugiés, les gens font la queue, excités juste de le voir, mais certaines femmes à l'arrière ne sont pas dupes et appellent ça une mise en scène de l'organisation pour calmer tout le monde. Au même moment, un tireur d'élite est positionné dans un bâtiment lointain, prêt à éliminer Raido. Avant que le tir ne puisse avoir lieu, l'assassin est neutralisé par la sœur de Ria, qui rapporte immédiatement à Ria que la menace a été gérée. Neneko a également placé des personnes supplémentaires à proximité pour surveiller les environs. Quand elle demande à Reiya pourquoi elle met tant d'efforts à protéger un seul homme, Reiya répond honnêtement qu'elle ne veut pas que Mira soit blessée. Ailleurs, Reido essaie d'aider en organisant une rencontre entre Ino et Mahiru, espérant que les choses pourraient s'arranger. Ça tourne vite au désastre quand Mahiru trouve Ino insupportable et s'en va sans hésitation. Frustré et embarrassé, Ino essaie de se distraire après, mais le rejet continue de le ronger. Plus tard, Rina lui parle en privé et lui demande s'il a réellement des sentiments pour Mahiru. Il hausse les épaules et évite la question, choisissant de ne pas y penser. Plus tard, Rado se dirige vers une base cachée située près du quartier des réfugiés. Là, il découvre que Maria a secrètement pénétré un réseau de données souterrains connectés à l'organisation. Elle explique qu'elle a appris ses compétences d'une amie proche qui est maintenant à l'étranger et injoignable. Soudain, Akane fait irruption portant un faux masque de zombie, surprenant tout le monde avant de se joindre calmement à la discussion et d'aider à l'enquête. Alors que Maria creuse plus profondément, elle découvre des informations troublantes. Son amie hackeuse est hospitalisée, ainsi que plusieurs autres scientifiques qu'elle connaissait. Pire encore, l'hôpital indiqué pour tous n'existe pas réellement. Cela signifie qu'ils n'ont pas été traités, ils ont disparu. Cela fait se demander à Reido si cet endroit mystérieux est l'endroit où le virus a vraiment été développé. Cette nuit-là, Doi reste éveillé à côté de Natsu, incapable d'arrêter de penser à la façon dont toute l'école semble conçue autour de lui. Natsu mentionne que c'est sa dernière nuit dans sa chambre et essaie de le réconforter, mais Doa se retire doucement et admet qu'il n'est pas dans le bon état d'esprit. Voulant prendre l'air, il quitte le bâtiment, mais Karen l'arrête immédiatement et lui rappelle qu'il n'a pas le droit de sortir. Quand Doi demande s'il est coincé là pour toujours, Karen lui dit qu'il sera libre une fois diplômé et le ramène à l'intérieur. Le lendemain, Karen annonce un tirage au sort où les filles choisissent au hasard qui passera du temps avec Doi. Alors que les noms sont tirés, Doa se sent mal à l'aise et inconfortable, réalisant qu'il est traité plus comme un prix que comme une personne. Yanagi finit par gagner, mais Doa se sent encore plus mal, elle lui rappelle trop quelqu'un de son passé. Plus tard, Yanagi le coince et le met extrêmement mal à l'aise, ce qui fait paniquer Doi et s'enfuir. Il se cache dans le bureau du professeur, se souvenant comment il s'y échappait quand l'école devenait insupportable. C'est alors que Shanka entre et s'assied nonchalamment près de lui, l'encourageant à parler. Elle remarque des marques sur ses bras et demande ce qui s'est passé. Doa admet qu'il était gravement harcelé et le simple fait d'y penser lui fait monter les larmes aux yeux. Quand il essaie de changer de sujet, Shankar lui montre discrètement des marques similaires et explique qu'elle a vécu la même chose. Même si elle va mieux maintenant, les souvenirs font toujours mal. Doa réalise que cette pièce est aussi sa cachette et qu'ils se comprennent plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Leur silence partagé se transforme en réconfort et ils partagent un bref baiser émotionnel, rien de plus. Submergé, Doa finit par partir seulement pour trouver Akira dehors. Elle demande comment ça va et Doa admet que c'est épuisant d'être entouré de gens qu'il connaît à peine. Akira s'excuse encore de l'avoir frappé pendant le volet plus tôt, craignant d'avoir causé des dommages durables. Doa dit en plaisantant que sa tête lui fait toujours mal et Akira panique, offrant d'aider de toutes les manières possibles. Il réalise vite qu'il est submergé et s'enfuit, sachant qu'il n'est pas préparé à tout ce qui lui tombe dessus. Le lendemain, Doa croise Akira au gymnase et s'excuse pour son comportement précédent. Akira dit qu'il peut se racheter en l'aidant à organiser du matériel d'entraînement. Une fois dans la salle de stockage, les choses deviennent soudainement tendues. Akira admet qu'elle a retenu beaucoup d'émotions et finit par craquer, submergeant Doi de ses sentiments.
Il se fige et ne sait pas comment réagir, tandis que Natsu, debout dehors, entend tout et s'éloigne discrètement. Quand c'est fini, Akira ne cesse de s'excuser, mais Doa est complètement silencieux, perdu dans ses pensées et ne sachant pas quoi ressentir. Cette nuit-là, il demande même à Karen de déplacer Yanagi dans une autre chambre afin qu'il puisse enfin dormir seul, sans que personne ne le dérange. Le lendemain matin, on dit à Doi qu'à partir de maintenant, il sera jumelé avec une fille différente chaque jour. Comme le temps de Yanagi a été écourté auparavant, elle est assignée en premier. Karen dit aussi que Doi doit donner une récompense à sa partenaire assignée, ce qui l'embarrasse. Quand Yanagi s'avance, il panique après l'interaction et finit par se blesser la main en trébuchant sur un bureau. Karine le conduit immédiatement à l'infirmerie où on lui dit de s'allonger pour qu'il puisse l'examiner correctement. Avant qu'il ne puisse protester, Karen annonce que Natsu, Shankar et Akira resteront avec lui jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Même quand Doi insiste qu'il va bien, elle l'ignore et les enferme tous dans la même pièce. Les filles s'occupent de lui sans arrêt, essayant beaucoup trop fort d'aider, tandis que Karen observe tout depuis un flux de sécurité. Elle se tourne ensuite vers Xiong, une ancienne camarade de classe de Doa, et lui dit qu'il est temps de passer à l'étape suivante du plan. Le lendemain, en cours de sciences, Shifuyu essaie de glisser secrètement à Doa quelque chose qu'elle a fait, espérant que cela changera ce qu'il ressent pour elle. Doa la surprend immédiatement. Pour couvrir ça, elle change de sujet et demande des nouvelles de sa main blessée, suggérant nonchalamment de rester dans sa chambre cette nuit-là. Doa en rit, disant qu'il peut deviner ce que les gens aiment habituellement chez lui. Quand Shifuyu dit que c'est son visage, Doa rit encore et lui dit en plaisantant qu'elle n'est pas son type. Complètement agacée, Shifuyu sort en trombe, promettant qu'elle se fera remarquer un jour. Cette nuit-là, Karen lâche une bombe. Yuzu a été transféré dans une autre école pour des raisons familiales. Entendre cela pousse Doa à bout, il craque, coince Karen et exige qu'elle ramène Yuzu. Karen cède et promet qu'elle s'en occupera le lendemain matin. Même ainsi, au fond de lui, Doa sait qu'il ne reverra probablement jamais Yuzu et cette réalisation le brise finalement. Le lendemain, quand une nouvelle partenaire est assignée, Doi fait les choses machinalement comme s'il ne s'en souciait plus. Cette nuit-là, il s'avoue que l'environnement scolaire lui a complètement retourné la tête. Tout change quand une nouvelle élève transférée entre en classe, Shion. Au moment où Doa la voit, sa poitrine se serre. Il se souvient instantanément d'elle du passé, la fille populaire que tout le monde admirait. Il se remémore un jour où il se faisait tabasser sur le toit de l'école. Shion était apparue avec ses amis, l'avait remarqué une seconde, puis s'était assise en riant et en discutant pendant qu'il était ignoré et laissé à souffrir. Ce souvenir le frappe plus fort que tout le reste jusqu'à présent. Aujourd'hui, Doi se retrouve sur le même toit, là où tout a mal tourné autrefois. Cette fois, Shion apparaît et essaie d'engager une conversation décontractée, agissant comme si rien ne s'était jamais passé. Doa ne répond pas, il n'a plus rien à lui dire. Soudain, elle lui attrape la main et lui demande désespérément de l'aide. Doa se retire immédiatement, refusant après s'être souvenu comment elle l'avait ignoré quand il avait le plus besoin d'aide. Plus tard, Shion tente de s'entendre avec Natsu et Shunka, mais toutes deux la rejettent sans hésitation. Akira intervient et dit sans détour à Shion que tout le monde ici est à la fois une compétition et des alliés temporaires. Et comme Shion est nouvelle, personne ne se sent obligé de se soucier de sa situation. Après ça, Doa remarque Shion assise seule en classe et demande à Karen pourquoi elle est même là, surtout qu'elle est plus âgée que le reste des élèves. Karen explique que Shion rêvait autrefois de devenir une idole, mais ce rêve s'est effondré quand le virus a changé le monde. Maintenant, elle tient à peine le coup. Karen ajoute que si Doi lui donnait plus que des conseils, un vrai soutien, les supérieurs pourraient la remarquer et relancer sa carrière. Doa rétorque, disant que Shion ne l'aime pas vraiment et ne fait que courir après les opportunités. Karen répond calmement que si Shion le veut vraiment, elle le prouvera. Elle dit ensuite à Shion qu'elle doit assister au cours sans traitement spécial et si elle y arrive, Doa l'aidera après. Le lendemain, Shion s'exécute et endure la tension et la pression. À la fin de la journée, Doa reconnaît son effort et lui dit de le retrouver sur le toit après l'école. Là, il accepte de parler à l'organisation pour l'aider à devenir une idole, mais seulement si elle est honnête sur ses intentions. Shion accepte sans hésitation. Doa pose alors une condition difficile. Elle doit faire face à l'inconfort et au jugement de la même manière qu'il l'a fait autrefois, entourée de témoins qui n'interviendront pas. Shion hésite, visiblement secouée, mais quand Doa lui rappelle le rêve auquel elle refuse de renoncer, elle accepte. Cette nuit-là, Karen dit à Doi que s'il veut avancer, il ne devrait plus se retenir émotionnellement. Elle dit que personne ne le jugera et que le système soutiendra tout ce qu'il exigera. Doa demande ensuite à Karen de faire venir quelqu'un de précis de son passé.
Pendant ce temps, Reito et les autres concluent que les amis scientifiques disparus de Maria sont probablement détenus dans le même hôpital secret, là où le virus est né. Ils décident que visiter cet endroit est le seul moyen de découvrir la vérité. Quelques jours plus tard, Doa aide l'infirmière scolaire avec des mesures de routine. Et il réalise enfin que cet environnement a été conçu pour le priver de contrôle et le transformer en objet. Cette réalisation le dégoûte. Ce soir-là, Karen l'informe que la personne qui l'a demandé est arrivée. C'est Erika, l'ancienne petite amie de son harceleur et quelqu'un qui a joué un rôle dans sa souffrance. Au moment où Erika voit Doi, sa colère éclate, mais Karen la fait taire instantanément, lui rappelant qu'elle n'a aucun pouvoir ici. Une fois seule, Doa dit à Erika qu'il n'a aucune intention de lui donner quoi que ce soit qu'elle désire. Au lieu de cela, il la force à affronter le mal qu'elle lui a causé, la faisant l'admettre face à face, tandis qu'il rit enfin, non par cruauté, mais parce que pour la première fois, il n'est plus l'impuissant. Cette nuit-là, la directrice Kiara félicite Karen, disant qu'elle a réussi à transformer un garçon autrefois naïf en quelqu'un de complètement différent. Quand Karen demande des nouvelles de Yuzu, Kiara répond qu'elle est en sécurité, attend un enfant et va bien. Elle dit ensuite à Karen de continuer à lui envoyer des mises à jour sur des cas similaires. Karen rétorque, disant qu'ils ont besoin d'installations de recherche appropriées plus proches de l'école. Kiara rejette l'idée, expliquant qu'étendre les laboratoires localement serait dangereux. United Women a déjà envoyé des inspecteurs au Japon, et elle soupçonne qu'ils ont appris qu'il y a plus d'hommes actifs en dehors de Reito. Karen insinue que la fuite pourrait être interne, soulignant subtilement les liens passés de la directrice Hope avec le quartier général. Le lendemain, Karen pousse les filles à être plus agressives avec Doa. Quand une nouvelle partenaire est assignée, la fille le submerge immédiatement d'attention, suivant les instructions de Karen. Plus tard, pendant le cours de natation, Natsu essaie de se démarquer dans un nouveau maillot de bain, tandis que d'autres filles, dont une nouvelle venue nommée Koyu, font la course dans la piscine. Pendant que le chaos se déroule, Natsu et Akira tirent Doya à part dans l'eau pour ne pas être interrompus. Quand tout le monde part, Doa s'irrite au lieu d'être excitée. Les filles plaisantent en disant qu'elles méritent des conséquences, et à ce moment-là, Doa réalise que résister au système semble inutile. À partir de ce moment, il cesse de résister et laisse l'environnement le façonner. Au fil du temps, Doa commence à agir sans retenue, choisissant des filles ouvertement et sans hésitation. Un jour, il sélectionne une camarade de classe et l'amène dans sa chambre, où elle remarque Erika attachée à proximité. Doa confronte Erika sur son passé, lui demandant ce qu'est devenu l'homme qu'elle a autrefois choisi à sa place. Elle s'emporte, l'accusant d'être bloqué dans de vieux ressentiments. Mais Doa lui rappelle que si des années se sont écoulées pour elle, il a perdu ce temps en sommeil cryogénique. La dispute laisse Erika secouée et silencieuse. Plus tard, cette nuit-là, Doa va voir Erika quand il l'entend lutter. Conscient de son histoire et de son état, il lui donne les médicaments dont elle a besoin, observant attentivement pendant qu'elle se stabilise. Ailleurs, Rado et son groupe voyagent en train vers l'hôpital secret qu'ils ont découvert, espérant qu'il révélera enfin la vérité derrière le virus. Au même moment, un agent du bureau de maintien de la paix commence à se diriger vers le Japon, après avoir été informé par Chloé que la branche japonaise pourrait cacher plusieurs hommes survivants. Les responsables débattent si le bureau enquête sur un groupe terroriste ou quelque chose de plus grand. Ils réalisent de vite qu'aucun agent ne serait dépêché pour quelque chose de mineur. Ce qui arrive est sérieux. De retour à l'école, Doa est jumelé avec une fille nommée Hikaru. Il la salue audacieusement, puis lui demande de venir le voir plus tard. Elle refuse poliment, expliquant qu'elle ne se sent pas bien. Ce soir-là, Karen reçoit un appel de Kiara, l'avertissant qu'un autre agent du quartier général mondial arrivera le lendemain. Ailleurs, Hikaru est assise dehors, jouant avec un chat, quand elle reçoit un appel d'Elisa qui s'excuse de l'avoir impliquée. Il est révélé qu'Hikaru a été placé à l'école sous couverture dans le cadre d'une stratégie plus vaste. Cette nuit-là, Doi passe du temps avec Natsu qui le conduit au bain des filles, où Shanka et Akira sont déjà présentes. Elle le taquine pour les avoir exclus plus tôt, et il répond par de l'attention à la place. Après, Yonagi fait irruption, contrarié d'avoir été laissé de côté cette fois. Contrairement à avant, Doi n'hésite pas, il la tire immédiatement vers lui pendant que les autres regardent, marquant à quel point il a changé. Au cours des jours suivants, Doa est constamment entraîné dans des situations incessantes autour de l'école, entre la bibliothèque, l'infirmerie et même les cours. Il a à peine un moment pour respirer. Au même moment, Reito et les autres atteignent enfin l'hôpital abandonné qu'ils traquaient. Avant de commencer à chercher, Akane demande nonchalamment à Reito ce qu'il ressent pour Mira. Sachant déjà qu'elle a des sentiments pour lui, Reito rougit immédiatement, ce qui fait qu'Akane le taquine sans pitié. Quand Sui intervient pour lui dire de se calmer, Akane l'effraie accidentellement, faisant trébucher Sui contre un mur fragile. L'impact fait s'effondrer une partie du mur.
révélant un conduit d'aération ouvert assez grand pour qu'il puisse y ramper. Pendant ce temps, un représentant du bureau de maintien de la paix arrive au Japon et est accueilli par la directrice Kiara qui suppose qu'elle rencontre l'agent Mansfield. La femme la corrige rapidement, expliquant qu'elle est Pope, la partenaire de Mansfield, et que Mansfield est déjà active quelque part de crucial dans le pays. De retour à l'hôpital, Rado et les filles rampent dans la gaine et découvrent une section cachée sous le bâtiment. En descendant, elles tombent soudainement nez à nez avec la directrice Hope. Maria exige immédiatement de savoir si ses amis disparus sont retenus ici. Hope refuse de répondre et ordonne froidement leur exécution. Avant que quoi que ce soit n'arrive, des soldats armés prennent d'assaut la zone et neutralisent Hope et ses gardes. À leur tête se trouve Chloé, la même femme que Rado avait rencontrée auparavant. Elle se présente officiellement comme l'agent Mansfield du quartier général mondial et expliquant qu'elle supervise les opérations de maintien de la paix. Elle dit qu'elle surveille Rado depuis sa révélation publique et que ses actions l'ont mené directement à cette installation secrète. Soudain, une explosion retentit quelque part dans le complexe. Mansfield ordonne à tout le monde d'évacuer immédiatement. Il s'échappe juste à temps, montant à bord d'un hélicoptère quelques instants avant que tout le bâtiment n'explose. Malgré tout, Rado se sent frustré d'avoir été si près de découvrir toute la vérité sur le virus. De retour à l'école, les tensions montent alors que les filles se disputent sans cesse à propos de Doa. Épuisée, Doa met fin à la discussion en suggérant qu'elle se calme au lieu de se battre. Sa réaction montre seulement à quel point il se détache de tout ce qui l'entoure. Cette nuit-là, Chloé surprend Cheyenne qui tente de s'échapper discrètement du campus. Au lieu de l'arrêter sèchement, Chloé semble presque impressionnée, remarquant à quel point Doi a changé. Au même moment, l'hélicoptère de Chloé passe près de l'école et elle discute avec Rado de la façon dont la branche japonaise est devenue suspecte. Ailleurs, au quartier général du Japon, Pope commence à interroger les directeurs sur les actions de Hope. Tous nient toute implication, mais Pope n'est pas convaincue une seconde. Elle insiste, demandant à Kiara s'il y a d'autres hommes survivants à part Rado. Réalisant que Pope en sait trop, Kisara ordonne son arrestation. Le plan s'effondre instantanément, Pope retourne leur propre garde contre eux et révèle que la directrice Shuto travaillait secrètement avec elle depuis le début. Avec les preuves exposées, Pope arrête les directeurs restants pour avoir créé et propagé le virus d'éradication des hommes ainsi que pour plusieurs autres crimes majeurs. Pendant le vol en hélicoptère, Chloé explique ce qui s'est réellement passé. Elle dit que les directeurs ont détruit le laboratoire pour effacer la preuve qu'ils avaient créé le virus eux-mêmes et qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de réellement soutenir Rado. Chloé ajoute que le monde était déjà instable, mais une fois que les gens ont appris que le seul homme immunisé était contrôlé par une organisation, la criminalité mondiale a explosé presque du jour au lendemain. Elle montre ensuite une photo d'Elisa, révélant qu'elle s'est alliée à un groupe de résistance armée luttant contre l'autorité des femmes unies. Entendre cela bouleverse complètement Reido. Il se souvient d'Elisa comme de quelqu'un obsédé par le fait de sauver des vies, quelqu'un qui ne s'autorisait jamais à se détendre. L'idée qu'elle soit maintenant qualifiée de terroriste lui semble irréelle. De retour à l'école, Doa retourne dans sa chambre et remarque qu'Erika a l'air physiquement mieux qu'avant. Sans dire grand-chose, il lui tend une couverture pour qu'elle puisse se reposer. Soudain, de fortes explosions secouent de la zone à l'extérieur du campus. Quelques instants plus tard, Chloé contacte Reido avec une nouvelle urgente. Les assaillants visaient Doi et il a failli être enlevé. Doa se retrouve alors plongé dans un rêve vif où Yuzu apparaît dans une pièce sombre, lui parlant calmement. Avant que cela n'aille plus loin, il se réveille en sursaut dans un lit d'hôpital, réalisant que ce n'était qu'un cauchemar. Karen se précipite, soulagée de le voir éveillé, et explique qu'il a échappé de justesse à une tentative d'enlèvement. Avant que Karen ne puisse en dire plus, Natsu, Akira et Shanka font irruption dans la pièce. Voyant Doi sain et sauf, elle le serre fort dans leurs bras, submergée par l'émotion. Cette nuit-là, Karen emmène Doi sur le toit de l'école et lui montre les barrières électriques nouvellement installées autour du campus. Elle explique qu'elles sont là pour s'assurer que personne ne puisse l'atteindre à nouveau. Karen demande pourquoi Doi a instinctivement protégé Erika pendant le chaos. Doi dit que c'est arrivé sans réfléchir, bien qu'au fond de lui, il admette qu'il tient à elle maintenant. Il s'excuse, sachant à quel point il est précieux dans ce monde. Karen fait alors une révélation de taille. Doi n'est pas le dernier homme en vie, il y en a 5 autres, et 2 sont encore en sommeil cryogénique. Cette information secoue Doi, surtout quand il réalise que l'un d'eux pourrait être quelqu'un de son passé. Karen suggère de l'emmener à Tokyo, expliquant qu'un représentant du quartier général mondial est déjà là et pourrait bientôt décider de son sort. Elle veut agir avant que cela n'arrive. Quand Doi demande ce qu'elle veut vraiment, Karen répond honnêtement. Elle veut devenir la femme la plus puissante du monde. Elle veut aussi que Doa devienne l'homme le plus important du monde et elle le veut de son côté. Doa accepte.
Quand il demande pourquoi elle n'a jamais voulu être mère, Karen répond qu'elle préfère diriger le jeu plutôt que d'y jouer. Les deux concluent un accord discret, ignorant qu'ils sont observés. Non loin de là, Hikaru écoute secrètement. Ensuite, elle appelle Elisa et admet qu'elle n'a pas réussi à sécuriser Doi. Elisa lui dit de se retirer immédiatement. Quand Akira demande ce qui s'est passé, Hikaru révèle que leur groupe a réussi à enlever le numéro 4, qui était encore congelé en sommeil cryogénique. Ailleurs, le directeur Shudo dit à Ria et Neneko que Ino et Reito doivent être emmenés au quartier général pour leur protection. Peu après, Chloé confirme que le numéro 4 a été pris du laboratoire détruit et que tout ce désastre aurait pu être évité si la branche japonaise avait été honnête au sujet des hommes qu'il cachait. Reito demande pourquoi les groupes de résistance ciblent les hommes. Chloé pense que c'est une réaction contre le contrôle strict du Japon. Reia soutient qu'ils ne sont pas des dictateurs, bien qu'elle admette que l'opinion publique ne le voit pas ainsi. Chloé révèle ensuite la plus dure vérité. Elisa est l'une des leaders derrière ces mouvements de résistance. Reito a toujours du mal à l'accepter. Chloé commente le refus de Rado d'être utilisé, notant à quel point il est différent de Ino, qui a été contraint à des arrangements non désirés. Rado est stupéfait, il pensait que toutes les femmes étaient là par choix. Chloé promet de le protéger de ce système et quitte la pièce. Plus tard, Chloé fait son rapport à ses supérieurs. Elle confirme que tous les hommes connus sont recensés, sauf le numéro 4, et ajoute que même Ino a cessé de se conformer après être tombé amoureux de quelqu'un. Sa voix reste calme tout au long de l'appel, mais dès qu'il se termine, son calme se fissure, révélant qu'elle cache bien plus qu'elle ne le laisse paraître. Plus tard, Chloé fait irruption dans la chambre de Ino et lui dit sans détour qu'il est consigné là pour des raisons de sécurité. Elle lui fait comprendre qu'il n'est pas autorisé à partir ou à rencontrer Rina sans son approbation. Ino réplique avec frustration, disant qu'il comprend enfin ce que c'est que de n'avoir aucune liberté, se sentant piégé et contrôlé à chaque mouvement. Cette même nuit, Rado est seul dans sa chambre, incapable d'arrêter de penser à la raison pour laquelle Elisa rejoindrait un groupe de résistance. Ses pensées sont interrompues quand il vérifie son tracker et réalise qu'elle est maintenant quelque part au Japon. Presque immédiatement après, Akane entre dans sa chambre et dit qu'ils doivent parler en privé. Reito met fin à cela rapidement et ouvre plutôt l'eau courante pour masquer leur voix, s'assurant que personne ne puisse les entendre. Akane lui dit la vérité, sa mère et les autres directeurs sont actuellement jugés pour avoir créé le virus ciblant les hommes, mais quelque chose ne lui semble pas juste. Elle explique que sa mère a dédié toute sa vie à arrêter l'épidémie, à tel point qu'elle n'a même pas assisté aux funérailles de son propre fils. Akane s'effondre, disant qu'elle ne peut pas croire que quelqu'un comme ça soit responsable du virus. La voyant ébranlée, Reito commence à croire qu'elle pourrait avoir raison et promet d'aider à organiser une rencontre avec la directrice Kihara. Avant qu'ils ne puissent dire autre chose, Maria les appelle dans le salon. Une émission en direct vient de commencer. À l'écran se trouve Elisa, s'adressant directement au monde. Elle dit qu'elle n'est pas une terroriste, mais fait partie d'un mouvement appelé Isunami, un groupe luttant contre le contrôle des femmes unies. Quand elle lève sa manche pour montrer un tatouage familier, Rado reconnaît immédiatement le pendentif qu'elle porte et sait que c'est vraiment elle. Elisa lâche alors une bombe, elle présente Zen, le 4e homme survivant, qui avait été caché en sommeil cryogénique au quartier général. Elle explique que Zen peut survivre dans ce monde, tout comme Reito, et que les femmes unies ont gardé d'énormes secrets. Elle révèle ensuite que son groupe a récupéré un satellite détruit dans une casse, un satellite chargé de traces du virus d'éradication des hommes. La compagnie qui a construit ce satellite est maintenant dirigée par quelqu'un qui siège au sommet des Femmes Unies. De là, Elisa explique sa théorie. Le virus n'était pas naturel, il a été créé pour éliminer entièrement les hommes et construire un monde dirigé uniquement par des femmes. Elle ajoute que l'Amérique recherche déjà des moyens de poursuivre l'humanité sans hommes du tout. Pour cette raison, elle exige que tous les hommes, encore en sommeil cryogénique, soient remis à Izunami afin qu'ils puissent être protégés. En entendant cela, Reito fait irruption dans le bureau de Chloé, cherchant des réponses. Chloé rejette calmement chaque accusation, lui rappelant qu'aucun des hommes en sommeil cryogénique n'est mort sous leur surveillance. Alors qu'elle commence à révéler davantage sur ses plans à long terme, Reito panique et s'enfuit avant d'en entendre trop. Une fois qu'il est parti, Chloé contacte ses supérieurs et rapporte que tout se déroule comme prévu. Ils la préviennent d'être extrêmement prudente à l'avenir, surtout en ce qui concerne Reito. Au même moment, Akane, avec l'aide de Sui, parvient enfin à contacter sa mère. Cependant, Kihara la coupe immédiatement, lui faisant comprendre qu'elle ne peut partager aucune information sensible. Peu après, Akane trouve Reito et suggère quelque chose de risqué, qu'ils quittent l'installation ensemble afin qu'ils puissent enfin affronter Elisa face à face. Reito accepte et retourne dans sa chambre pour rassembler ses affaires.
Avant qu'il n'entre, Sui sent que quelque chose ne va pas et prévient que quelqu'un d'autre est déjà là. Quand ils entrent prudemment, ils sont stupéfaits de voir Karen avec un homme qui se présente comme Doa, bien qu'il ait l'air complètement différent. Karen explique qu'avant de venir ici, elle a placé Doa dans une chambre avancée qui a rapidement modifié son apparence physique. En quelques heures seulement, il en est ressorti à peine reconnaissable. Elle l'a ensuite amené directement au laboratoire où Doa se trouve maintenant face à face avec Reido. Reido demande où Doa avait séjourné jusqu'à présent. Doa répond qu'il était à Kim City, mais qu'il a dû partir après un incident terroriste. Karen demande ensuite à Reido ce qu'il pense de Chloé. Reido admet qu'il ne la connaît pas bien. Malgré le fait qu'elle lui ait sauvé la vie, il se sent toujours mal à l'aise. Puisque chaque partie impliquée semble cacher quelque chose, Karen dit alors à Maria que sa sœur cadette est également ici. Maria se précipite dans la pièce voisine et retrouve Shifuyu. Akira, Shanka et Natsu sont déjà là, soulagées et heureuses de revoir les sœurs réunies. Natsu explique plus tard qu'après l'attaque de leur école, tout a changé, surtout une fois qu'elles ont appris qu'il y avait d'autres hommes à part Doa. Cette réalisation les a toutes secouées. Pendant la conversation, Shifu demande sans détour à Maria son rôle d'assistante de Reido, la prenant tellement au dépourvu que Maria manque de laisser tomber sa boisson. Ailleurs, Doa parle doucement avec Karine, commentant à quel point Reido semble calme et intelligent comparé à Ino. Doa demande ensuite des nouvelles de Yuzu. Karine lui dit que Yuzu a été déplacée dans un endroit sûr après l'attaque et que même les leaders des Femmes Unies ne savent pas où elle se trouve. Après le départ de Karine, Doi ne peut se défaire de son inquiétude pour Yuzu. Pendant ce temps, Rado appelle Mira dans sa chambre et dit qu'il veut parler en privé. Pour éviter la surveillance, il ouvre la douche afin que leur voix ne puisse n'y pas être entendue. Rado admet que tout ce qui se passe dans le monde lui semble accablant et demande à Mira de s'échapper avec lui. Mira le défie, lui demandant pourquoi il lui fait confiance si facilement. Reito répond honnêtement. Elle est à ses côtés depuis le moment où il s'est réveillé. Il lui dit qu'il veut découvrir la vérité sur Alisa, mais Mira dit qu'elle ne peut pas le suivre. Elle s'effondre, expliquant que toute sa vie a été façonnée autour de son rôle d'assistante de Rado. Alors qu'elle pleure, Rado essaie de la réconforter et le moment devient émouvant pour eux deux. Avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver, des gardes font soudainement irruption. L'agent Pope ordonne à Rado de venir avec elle, révélant que Karen et Sue ont également été détenus et que Rado est transféré en Amérique pour sa sécurité. Alors qu'elle s'apprête à l'escorter, Akane et Sui réapparaissent soudainement et neutralisent les gardes. Pope riposte immédiatement, attrapant Mira et menaçant tout le monde de rester en arrière. Juste à ce moment-là, elle est assommée par derrière. Ce sont Akane et Maria qui en ont finalement eu assez du contrôle des Femmes Unies. Bientôt, le chaos éclate dans tout le laboratoire, alors que les gardes se précipitent donc pour localiser les évadés. Karen confronte Chloé, exigeant de savoir ce qui se passe. Chloé minimise la situation, la qualifiant de léger contretemps. Karen explique ensuite qu'elles sont venues négocier. Après avoir entendu la proposition, Chloé admet que c'est tentant. Karen insiste, demandant à Chloé d'organiser une rencontre avec les trois mages, les véritables leaders derrière les Femmes Unies. Chloé est surprise que Karen les connaisse, mais accepte d'aider si Doi coopère. Quand Karen demande si Chloé compte prendre le contrôle du Japon, Chloé répond qu'elles sont là pour le protéger. Karen rétorque que le Japon devrait être dirigé par l'un des siens. Quand Chloé l'invite à parler librement, Karen déclare sa véritable ambition. Elle a l'intention de devenir la prochaine directrice des affaires nationales. Au même moment, Rei est déplacé vers un endroit sûr et caché où il revoit enfin Mahiru après ce qui semble une éternité. Pendant qu'ils sont là, Rei découvre que Rei travaillait comme agent de liaison communautaire et a bâti la confiance avec les habitants en les traitant avec gentillesse. Parce qu'elle avait tant d'alliés, ces mêmes habitants ont aidé à protéger Mahiru. La sœur de Chloé est là aussi et elle dit à Rito qu'elle a déjà mis en place une voie d'évasion pour tout le monde. Quand Raya dit au groupe « Ils resteront là jusqu'au coucher du soleil ». Reido la remercie de les avoir sortis vivants, bien qu'au fond de son cœur. La personne qui l'inquiète le plus est toujours Mira. Cette nuit-là, de retour à l'école, Doi passe du temps avec Akira. Mais Natsu et Shunka se lassent de vite d'attendre et s'imposent. Doa leur demande si elles ressentent toujours la même chose pour lui maintenant que son apparence a changé, et elles lui font clairement savoir que oui. Une fois les choses calmées, Doa rencontre Karen dehors et admet qu'il se sent enfin satisfait pour une fois. Karen le prévient que Chloé pourrait ne plus soutenir leur direction. Elle lui dit aussi que Rado et son groupe se sont échappés, ce qui signifie que tout de leur côté est sur le point de devenir beaucoup plus intense. Ailleurs, Ria guide le groupe vers un vieux navire et explique le plan à partir de là. Elle dit qu'elle et Mira se sépareront des autres et qu'elle a quelqu'un qui les attend pour les aider une fois qu'elles auront traversé. Elle promet aussi qu'elle s'occupera du frère aîné de Rado qui est toujours congelé. Après que les autres soient montés à bord, Rado prend un moment tranquille pour remercier directement Mira pour tout ce qu'elle a fait. Mira lui dit qu'elle était fière de le soutenir.
Reito la serre soudainement fort dans ses bras et promet qu'il reviendra pour elle un jour. Mira essaie de se contenir, mais elle fond en larmes quand même. Une fois que Reito monte à bord du navire, il rencontre Hikaru, qui se présente comme faisant partie d'Isunami. Elle lui dit qu'il se dirige d'auteur vers Taïwan et qu'il rencontrera enfin Elisa, qui attend ce moment depuis longtemps. Plus tard, alors que Rado est plongé dans ses pensées sur tout ce chaos, Maheru apparaît, lui fourre une tablette dans les mains et s'en va en colère. Reito est confus, se demandant ce qu'il a fait pour la contrarier. La tablette le connecte immédiatement à Ino. Ino semble soulagé que Reito se soit échappé sain et sauf et admet qu'il aurait aimé s'échapper aussi. Il explique que Neneko a préparé la tablette afin qu'il puisse te communiquer sans être traqué et il demande à Reito de le tenir informé de tout. Une fois l'appel terminé, Neneko baisse les yeux et demande à Ino s'il voulait vraiment partir avec Reito. Ino admet qu'il ne peut pas abandonner les gens autour de lui. Pendant ce temps, Rina est escortée par des gardes quand Doi la remarque et commente nonchalamment qu'elle est attirante. Ce seul commentaire déclenche un plan machiavélique dans la tête de Karen. Au même moment, Pope se fait sévèrement réprimander par ses supérieurs pour avoir échoué à capturer Reido. Juste après, elle ordonne l'arrestation de Ria et Mira pour complot contre les Femmes Unies. Ria prend instantanément l'entière responsabilité et insiste sur le fait que Mira n'y était pour rien, mais Chloé connaît déjà les sentiments de Ria pour Mira et réalise qu'elle essaie de la protéger, alors elle ordonne de les enfermer toutes les deux quand même. Une fois cela réglé, Chloé passe à la partie suivante de son plan, qui vise à éliminer tous les hommes restants. De l'autre côté, Karen conduit Doa dans une pièce où plusieurs femmes lui sont présentées. Doa remarque immédiatement Rina parmi elles. Karen explique que Ino n'a plus droit à un traitement spécial, mais Doi a reçu la permission, ce qui signifie que toutes ces femmes lui sont disponibles. Pendant ce temps, Reido et son groupe atteignent enfin Taïwan. Dès que Reido voit Elisa en personne, il court vers elle et la serre fort dans ses bras. Elisa s'effondre et lui dit qu'elle a attendu tout ce temps. Rado lui rappelle la promesse qu'il s'était lui faite enfant, devenir médecin et sauver des gens. Elisa accepte et dit qu'elle l'aidera à trouver un remède et à mettre fin au virus d'éradication des hommes pour de bon. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Si vous voulez voir la prochaine saison, dites-le moi dans les commentaires. D'ici là, regardez la vidéo suivante et je vous dis à la prochaine.